spécial Kaizen. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kaizen est un magazine qui a 2 ans et demi. Et on a décidé d'organiser à partir de maintenant des soirées thématiques sur les dossiers de chacun des magazines. Et donc le dossier de ce soir concerne le poisson au sens large. Donc la thématique du dossier était « Peut-on encore manger du poisson ?» Donc ce soir avec nous pour parler de cette question cruciale, on a Claire Nouvian et Charles Breyne. Donc le sujet de notre conversation de ce soir va être, dans un monde où finalement les océans représentent de l'ordre de 72% de la surface de la planète, où la faune marine est non seulement considérable, mais on se rend compte que le bon fonctionnement des océans est une donnée fondamentale pour faire en sorte que la vie sur Terre puisse continuer à fonctionner harmonieusement. On est en droit de se demander si notre activité forcenée qui épuise de plus en plus les ressources de la mer peut continuer comme ça, et si nous, simples citoyens, on peut continuer à manger du poisson tout court, ou s'il faudrait qu'on en mange moins. Alors si on commence notre grande liste de questions, et si on essaie de commencer par le début, quel est le problème fondamentalement ? En gros, on vient d'un prisme qui est que ce qu'il y a dans les océans, c'est quasiment inépuisable. Ça, c'était il y a 50 ans. Qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale, que la dernière fois qu'il y a eu une disette en France, c'était au moment de la Seconde Guerre mondiale, qu'on avait donc des plans de reconstruction et de construction de filières industrielles, et qu'on se disait que c'était un super moyen, évidemment, d'utiliser cette ressource abondante qui semblait infinie et inépuisable pour structurer des filières industrielles. Et ça a marché. Les captures de poissons ont décollé de façon absolument exponentielle. Et cet outil de production est devenu tellement compétent et tellement efficace qu'à partir de la fin des années 70, on voit que les ressources des captures marines sauvages commencent à décliner. Alors qu'entre-temps, ce qui s'était passé, c'est que cet outil industriel, en fait, dans son immense efficacité, avait commencé à s'éloigner des côtes pour aller chercher de plus en plus loin le poisson, de plus en plus profondément le poisson, et des espèces de plus en plus nouvelles. En fin de compte, on a, sans qu'on s'en rende compte, on s'est mis à accepter des espèces nouvelles dans nos assiettes, parce qu'on a surexploité les grands stocks, typiquement évidemment le cabillaud. En fait, l'outil industriel est complètement surdimensionné par rapport à la possibilité biologique de restructuration et de renouvellement de la ressource. Donc c'est pour ça qu'on est dans une économie pour l'instant qui n'est pas durable, alors qu'elle a le moyen de l'être. Il suffit de bien connaître les caractéristiques biologiques des poissons pour après ajuster le taux de prélèvement qu'on peut en faire. On a un problème de finances publiques, puisque tout ça, enfin le secteur de la pêche est vraiment très lourdement subventionné par nos impôts, et donc ça pose des vraies questions de gouvernance. Savoir si pour le volume qu'on capture de poissons, est-ce qu'on veut plus d'humains ou est-ce on fait le choix d'une machine qui est peut-être plus facilement contrôlable, et c'est vrai qu'il y a peut-être un prisme européen là-dessus. Je pense que la Commission européenne, pendant longtemps, a été plutôt contente de se dire qu'il y avait des grandes machines qui étaient plus facilement contrôlables, parce qu'elles appartenaient à des grands groupes industriels. Charles, justement, on a l'impression que ce constat-là, le fait que on est allé vers la pêche industrielle comme on a été vers l'agriculture industrielle, et que ça a un impact extrêmement dommageable sur la biodiversité. Tout le monde le fait pas, mais enfin il commence à être largement partagé. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Dans ta pratique, vers quel type de solution et quel type de pêche on devrait et on pourrait aller ? On a développé une logique de croissance extrême dans la pêche, alors que depuis 25 ans, on sait que la disponibilité de tous les océans du monde, en gros, la production moyenne, c'est 100 millions de tonnes par an. Sur ces 100 millions de tonnes, il faut savoir qu'il y a un tiers qui est réduit en farine ou en huile et qui sert à nourrir l'aquaculture de poissons carnivores, les poulets industriels, l'industrie porcine. Donc il y a aussi un impact sur l'agriculture. Donc il nous reste en gros 70 millions de tonnes. On le sait, c'est ça. C'est simple, hein, on est 7 milliards. Ça fait 10 kilos par tête. Dans ce même laps de temps, donc on va dire les 25 ans, depuis les 25 ans qu'on connaît ce chiffre, la consommation de poissons, elle est passée d'une vingtaine de kilos par personne à 35. Donc déjà, voilà, enfin, en caricaturant, un Français prend la part de 2 personnes et demie en plus, quoi. Il y a un élément qui me semble moi fondamental, c'est que la pêche, avec quelques productions agricoles, est le seul métier où on n'est absolument pas maître du prix de sa production. En gros, l'immense majorité des produits de la pêche en France passent en criée.
où le pêcheur pose ses caisses et s'en va au café et tremble en attendant la feuille pour savoir à combien ça a été vendu. Il y a à la fois ça, et après, pour savoir pourquoi ça en est là, c'est toute la... Pour aller, en gros, quand je débarque mes coquilles Saint-Jacques à Saint-Quay-Portrieux, le mercredi matin, elles sont vendues à 1,88 €. Elles sont vendues à un grossiste local qui va vendre à un grossiste à Rungis, qui va... Là, c'est le circuit le plus court, hein, et qui va vendre, en gros, après à des poissonniers ou à des gens qui vont faire les marchés à Paris. Alors comme j'ai quand même mes attaches parisiennes, j'y suis souvent, et j'y suis passé un week-end, un des hivers où je pêchais ma coquille. Donc moi j'ai pêché le mercredi matin, 1,90 €. Je suis allé chez mon frère à Belleville, c'était pas non plus dans le 16e arrondissement, je suis allé voir le prix des coquilles au marché, c'était 12 €. Donc il s'est passé 10,10 € en 500 km et en 3 ou 4 interfaces. Dès qu'on veut sortir de ce système-là, ce que j'ai voulu faire forcément rapidement, à la fois vendre en direct à des restaurants, participer à des initiatives comme Poiscaille, ou essayer de avoir des démarches plus directes, c'est très compliqué. Et tout de suite, une partie de l'interprofession ou des organisations de producteurs, en gros, accusait ceux qui souhaitaient faire de la vente directe d'être en fait des bandits, parce qu'en gros, c'était une manière de faire du black. Alors, moi j'ai un exemple très concret. J'ai commencé, moi, la pêche en baie de Saint-Brieuc, donc qui est un endroit où on pêche le plus de coquilles Saint-Jacques en France. Et j'avais fait une petite étude, moi je trouvais ça vraiment pas cher, donc c'était il y a 3 ans. Le prix moyen de la coquille Saint-Jacques à la criée de Saint-Quay-Portrieux devait être autour d'1,88 €. Alors j'étais allé voir un petit peu dans les archives, j'étais allé chercher, farfouiller sur internet, et j'ai trouvé des chiffres. En 95-96, la coquille Saint-Jacques était à 15 francs. En gros, on est quasiment sur le même ordre de grandeur, voire un peu moins. Et par contre, tout le reste est devenu beaucoup plus cher. Le gasoil, les bateaux, enfin tout l'entretien. Donc en gros, on pousse ce système-là, est pernicieux, parce que même si le mec à bord est de bonne volonté, lui, sa seule porte de sortie, c'est de pêcher plus. Pour pouvoir gagner à peu près autant que l'année d'avant. Donc c'est complètement naze. Pour répondre à une des questions du départ, il y a un vrai enjeu sur la reprise en main des marins, de leur prix de vente, de leur circuit de distribution. Et pour pouvoir en gros pêcher moins et mieux, ce qu'on promeut nous dans la sous-plateforme Produits de Pêche, il faut pouvoir vendre un peu plus cher. Et si on en vient justement un peu à nous en tant que citoyens, consommateurs, etc., qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette logique-là? Et si on essaie de creuser un peu la question du dossier, est-ce qu'il y a des poissons qui sont aussi plus ou moins touchés par la pollution? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Je pense qu'il faut varier les espèces consommées, il faut essayer de chercher en effet l'équivalent des AMAP, enfin voilà, ce genre de choses. Se fier au label, c'est une vraie question. Donc nous, on a regardé le cahier des charges du label de pêche artisanale là, qui vient de se lancer. Et on approuve, parce que c'est surtout des arts dormants, c'est donc des bateaux de moins de 14 mètres. Donc quand on peut être orienté en fonction de label, on le fait. Il y a le label MSC qui est un label sérieux, qui est le seul label vraiment sérieux avec, à mon avis, artisanal, qui est totalement disponible parce qu'il certifie déjà 10% des pêcheries mondiales. Donc le label MSC, vous allez le trouver dans votre supermarché, etc. L'impact sur la santé, clairement, c'est un vrai sujet. La concentration de mercure que notre Agence française de sécurité des aliments estime être raisonnable pour la consommation humaine, c'est 0,5 ppm de mercure dans les poissons. Tous les poissons, sauf pour le thon. Pour le thon, c'est le double. C'est magnifique. Et donc, est-ce que ça veut dire que quand on mange du thon, en fait, c'est bizarre, il se passe un truc magique et on n'a pas le mercure? Non, non, on a le mercure. Simplement, le lobbying justement des lobbies industriels de la pêcherie tonnière est tel que ce sujet, c'est un tabou total. On ne peut pas toucher au thon. Alors, on a des recommandations. Vous allez aux États-Unis, chez Safeway ou je sais pas quoi, dans les supermarchés, on vous dit, vous êtes enceinte, vous avez des enfants, surtout ne pas leur donner de thon. En France, on n'a pas ça. Charles, sur la même question, et peut-être un volet sur l'aspect justement circuit court, un peu, même si on aura nos amis de Poiscaille là qui vont nous parler de leur initiative, mais tu disais tout à l'heure, il faut que les pêcheurs se réinventent et se réapproprient d'une certaine façon leur façon de vendre leurs poissons, le prix auquel ils le vendent. Comment ils peuvent faire ça? Sur ce que consomment les Français, la pêche française, ça représente 15% du volume. Donc en gros, ça veut dire voilà, on peut diminuer et privilégier des filières courtes françaises et y mettre le prix, il n'y a aucun souci. Et il n'y a pas d'impact. Parce que souvent, quand on tient ce genre de discours de réduction de la consommation de poissons, on entend tout de suite les réponses mécaniques de l'Interpro. Ah là là, mais vous allez tuer la pêche française. Donc on garde en tête, c'est 15%. Donc en gros, si on ne diminue pas ces 15%, ça ira très bien pour eux. Ce n'est pas une question de consommation de chacun.
Pour l'aquaculture, je disais tout à l'heure, sur les 100 millions de tonnes qui sont prélevées par an, il y a 30 millions qui sont donc transformés en farine, en huile de poisson, et qui vont nourrir une grande majorité des espèces qu'on retrouve, enfin des espèces d'aquaculture qu'on retrouve dans nos paniers. Je pense bien évidemment au saumon, au bar, à la dorade, à la crevette. Donc en gros, si on se dit je vais aller acheter du saumon parce que je veux arrêter d'avoir un impact sur les océans, on se gourre totalement. En gros, on fait x2 parce que à la fois il a fallu le nourrir avec du poisson de pêche, et généralement les fermes de saumon ont foutu en l'air 1 ou 2 fjords en Norvège, en Irlande ou en Écosse. Donc moi je pense que là collectivement le grand public a un rôle de demander via des pétitions, tout ce qu'on veut, de connaître la technique de pêche. Pour moi l'approche quota en fait c'est ça va peut-être choquer mais c'est la mauvaise approche. On aurait dû en amont réfléchir à combien de bateaux on peut mettre et avec quelle technique, et apprécier avec les scientifiques l'état des stocks. Mais si on en est à mettre des quotas, pour moi c'est qu'on s'est raté avant. Alors on va passer la parole à notre autre Charles, donc avec Guillaume qui est encore en train d'ouvrir les huîtres, parce qu'il n'y a que lui qui fait du travail pour nous. Vous avez monté cette structure qui est une structure de circuit court, c'est ça ? Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? L'idée en fait avec Poiscaille, c'est en gros couper tous les intermédiaires qui existent dans la chaîne et qui, en plus de leurs prestations traditionnelles qu'ils devraient faire, c'est-à-dire valoriser le produit, déjà le font de manière assez limitée et prennent des petites marges par-ci par-là. Et donc l'idée c'est de travailler en direct avec les pêcheurs, les payer en direct et arriver en direct avec le consommateur derrière. Nous, ça nous permet en fait d'avoir du poisson déjà dont nous on est content. Parce qu'il vient de gens qu'on a rencontrés, qu'on connaît, on sait comment ils travaillent. Bon appétit. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup d'être venu, d'avoir été aussi attentif et participatif, et merci beaucoup aux amis de Poiscaille, et bon appétit.